Merci d'être là, messieurs. Je le disais à l'instant à notre public. Ici, c'est la Silicon Valley à la française. Alors, c'est quoi cette Silicon Valley à la française? C'est très simple. Dans un lieu unique, relativement restreint géographiquement, on arrive à rassembler le meilleur de la recherche. Je ne flagorne pas, hein, les chiffres sont là. Meilleur de la recherche, meilleur de l'université. UGA a déposé le plus de brevets en Europe sur ces 20 dernières années, toutes universités confondues. Et évidemment, le meilleur de l'industrie, on l'a vu tout à l'heure avec Benoît, à partir du moment où on a cet écosystème-là qui travaille et qui vibre, on arrive à trouver des solutions. Et ces solutions, elles émergent. Donc cet alignement, il est plus que vertueux. C'est aussi grâce à lui que nous sommes là, ici. Alors on nous dit souvent, Tech&Fest, pourquoi Grenoble? La première réponse, c'est pourquoi pas, déjà, parce que c'est le territoire et qu'on l'aime. Et aussi parce qu'il n'y a pas d'autre endroit en France, et probablement en Europe, où on peut réunir autant de compétences, autant d'esprit d'initiative, autant d'audace aussi. Et puis, il faut bien l'avouer aussi, parfois, quelques financements qui aident, n'est-ce pas, à ce qu'une entreprise, une initiative prospère. Alors, si nous devons parler du dialogue entre la recherche et les industriels, c'est parce qu'une industrie se bâtit toujours autour d'une idée. Cette idée doit grandir, se structurer pour devenir quelque chose qui ressemble à un Vercors. On espère qu'il y en aura d'autres. C'est aussi pour ça, cette année, que Vercors et que Benoît a accepté d'être le parrain, car il illustre cet alignement. Alors, la première question à mes invités, et je vais commencer par vous, Yacine. Comment s'illustre pour vous et comment se manifeste cet alignement, cette interactivité entre la formation, la recherche et l'innovation du point de vue du président de l'université que vous êtes? Merci beaucoup tout d'abord pour cette invitation et cette table ronde. Et pour Tech&Fest, c'est formidable. Je ne vais pas dire plus que ça. Merci infiniment pour tous les organisateurs pour ça. Alors, je dirais que ce qui fait partie des gènes de l'université Grenoble-Alpes, et quand je dis l'université Grenoble-Alpes, je parle vraiment de l'écosystème enseignement supérieur et recherche grenoblois, c'est vraiment ce triptyque formation, innovation et recherche. C'est un triptyque, et je ne parle pas d'alignement exprès, même si je comprends la notion d'alignement, c'est parce que c'est vraiment des interactions continues entre la formation, la recherche, puisque nous sommes l'université, donc nous faisons de la formation adossée, informée par la recherche, mais nous formons aussi pour l'industrie, nous formons aussi pour la recherche, et la recherche qui doit être en interaction tout le temps, comme d'ailleurs la formation, avec l'industrie et avec l'innovation. L'université doit travailler à la fois par rapport au court terme, pour répondre à des besoins de la société, de l'économie, des entreprises, de l'industrie, en termes de compétences, mais aussi en termes d'innovation. Mais aussi, elle doit aussi travailler au moyen ou au long terme, puisqu'on doit préparer pour les filières de l'avenir, et on doit aussi préparer la société par rapport aux enjeux de l'avenir. Donc pour nous, c'est extrêmement structurant, et c'est dans les gènes de l'université par rapport à ça. C'est pas uniquement dans les gènes, ça veut dire aussi qu'on s'organise en termes de stratégie, en termes de fonctionnement, vraiment dans cet esprit-là. Alors justement, avant d'en parler avec Mélie, parce que c'est l'étape d'après, j'en conclus qu'une université, c'est pas uniquement des étudiants et des cours en amphi. Ça serait un peu simpliste peut-être de nos jours. C'est-à-dire que concrètement, des doctorants, par exemple, ont la possibilité d'être directement chez vous à la paillasse, confrontés à des questions auxquelles ils doivent répondre, et surtout soutenus, et Mehdi répondra tout à l'heure, par des chercheurs du CNRS. En fait, c'est mixte, ça, c'est ça? Absolument. Alors non seulement c'est simpliste, mais c'est réducteur, je dirais. Je me fâcherais si on me dit ça. L'université, c'est vraiment, je redis, c'est la formation, la recherche, l'innovation. Et la formation, les collègues du CNRS, du CEA, d'INRIA, mais aussi de l'industrie, de l'entreprise, interviennent massivement. Nous avons des filières dans lesquelles nous avons un pourcentage exigé d'intervention de professionnels de la filière concernée. Et les collègues et chercheurs des organismes de recherche interviennent beaucoup à l'UGA par rapport à ça. Donc c'est vraiment un écosystème, et qu'on retrouve en formation, en recherche et innovation. La recherche, de toute façon, on la porte ensemble. Nous travaillons ensemble par rapport à ça. Nous avons une stratégie commune par rapport à ça. Et c'est extrêmement important. Et encore une fois, on ne peut pas cloisonner formation, recherche et innovation. Tout ça, c'est un continuum, c'est un triptyque qui est dans une action totale et complète. Quelques chiffres, Yacine, pour bien resituer. UGA, aujourd'hui, c'est quoi en termes de chiffres? Les marqueurs principaux, on va dire. Alors, il y a beaucoup de chiffres possibles. Je vais donner quelques-uns. Je dirais
Je suis désolé si je vais faire un petit peu... Voilà, donc c'est la 3e université française dans les classements mondiaux. C'est la première, et tu l'as dit tout à l'heure, en termes de dépôt de brevets d'innovation en Europe. La 2e, c'est ETH Zurich. L'UJA, je le dis comme ça, désolé pour ça, sauf l'honneur des universités françaises, c'est la première. C'est une des universités les plus impliquées dans France 2030 et en particulier dans les stratégies nationales d'accélération. C'est 200 startups issues de ces laboratoires, etc. etc. Merci, merci Yacine. Alors, Mehdi, CNRS Innovation. Pour moi, CNRS, c'est l'innovation. Mais pourquoi avoir créé une branche CNRS Innovation dans CNRS qui est déjà de l'innovation? Alors, bonjour à tous. Alors peut-être dire, je voudrais juste revenir sur le mot, et je vais répondre à votre question sur le titre de la présentation. Moi, j'aime beaucoup le dialogue. Et en fait, la raison d'être des structures de valorisation, alors il y a CNRS Innovation, mais au CEA, il y a aussi une structure de valorisation, il y a les SAT. En fait, il y avait une nécessité d'établir ce dialogue. Et pour nous, aujourd'hui, Tech Fest 2025, ce dialogue semble naturel et il y a des canaux de discussion. Mais il y a 30 ans, quand j'étais à l'ancêtre de Felma ici à Grenoble, ce dialogue n'était pas aussi naturel. Et je crois que le CNRS, dans sa mission de recherche fondamentale, dans son décret de 1982, il a une notion de valorisation. Et le service à la société, puisque le CNRS fait de la recherche fondamentale au service de la société, eh bien, il y a cette dimension économique. Et cette notion de créer des acteurs en capacité à maintenir ce dialogue, à créer ce dialogue, ben c'est toute l'équipe de France du transfert de technologie qui permet ce dialogue-là. Il y a quelques années, je disais, c'est deux mondes qui parlent deux langues étrangères et il faut des traducteurs. Alors, est-ce que maintenant, tout le monde est bilingue? Pas complètement. Je pense qu'il faut qu'on continue à avoir ce dialogue. Et et je rejoins ce que dit Yacine, il n'y a pas de dichotomie CNRS universitaire. Au sein du pôle universitaire d'innovation qui nous rassemble, on travaille de façon collective. Et je crois que c'est une de ces grandes petites révolutions. C'est que depuis quelques années, au lieu de se penser chacun dans son silo, on parle ensemble et on essaie de créer ce dialogue. Et ce qui est intéressant, c'est que ce dialogue donne des sujets de recherche fondamentale. Antoine Petit dit souvent que les questions posées par les industriels sont aussi des questions de recherche fondamentale. Et ce dialogue-là, il permet de nourrir dans les deux sens la recherche fondamentale, mais aussi les besoins des entreprises en innovation, en progrès technologique. Alors, Monsieur Petit qui dirige le CNRS, on le rappelle, et en quelques mots, le PUI, est-ce que vous pourriez donner sa définition, parce que tout le monde ne le connaît peut-être pas? Alors, le programme universitaire d'innovation. L'idée, c'était de dire que d'abord, il y a un site sur lequel il y a un potentiel d'innovation et que ce site, effectivement, il est légitimement coordonné et piloté par l'université. Mais sur ce site, vous avez effectivement des ONR, vous avez des SAT, et il faut que tout ce petit monde se parle. Alors, les mauvaises langues diraient il vous faut créer une structure pour que vous parliez. Non, parce qu'on se parlait depuis très longtemps. Vous parliez déjà avant, oui. Et en fait, les PUI ne sont pas un point de départ, oui. C'est un point d'étape. C'est-à-dire qu'on a formalisé la façon dont on discutait ensemble. Et je dois dire qu'à Grenoble, mais ça je dirais c'est historique, la qualité du dialogue, la qualité, la confiance réciproque qu'on se fait que ça avance un peu plus vite qu'ailleurs. Voilà. Alors l'objectif, bien évidemment, de tout ça, c'est pas seulement d'avoir de très beaux diplômes, d'avoir des chercheurs magnifiques qui trouvent des choses formidables, mais c'est qu'à la fin, pour être un peu trivial, on monte des boîtes et on fait un petit peu de business, Nicolas, quand même. Alors, présentez-nous Carbone en quelques mots que vous dirigez et expliquez-nous comment on est arrivé justement de la recherche, probablement en lien avec l'université, jusqu'à cette entreprise que vous dirigez. Bonjour à tous et merci pour l'invitation et merci aussi pour me donner l'opportunité de parler sur ce thème et ce dialogue, cet alignement ou pas, il est absolument fondamental pour l'industrie. Dans tous les cas, avant d'arriver sur le cas de Carbone, on ne peut pas bâtir une industrie compétitive, forte, dans le temps, qui va s'inscrire dans le temps pérenne, sans avoir ce triptyque innovation, formation, industrie qui travaillent ensemble. Moi, j'ai eu la chance aujourd'hui de diriger Carbone. Carbone qui fait partie de ces projets. C'est le projet aujourd'hui, un des projets les plus importants en Europe pour le développement de la filière industrielle du photovoltaïque.
Donc là, ça consiste à développer une gigafactory, 5 gigawatts de fabrication de panneaux solaires sur le Grand Port de Marseille à Fos-sur-Mer, qui représente à peu près 10 millions de panneaux solaires par an, 3000 personnes. Voilà, c'est vraiment sur la même mouvance que Vercors, que vous connaissez tous, sauf que nous, on est quelques années en amont, on est 2 ans en amont d'eux, et donc on vient de déposer le permis, on va avoir notre permis de construire, et on est dans les phases de levée de fonds. Auparavant, j'ai passé 30 ans chez Becton Dickinson, où là, c'est l'inverse. Grand leader mondial, industriel, 20 milliards de dollars, 80 000 personnes dans le monde, plus de 100 usines. Voilà, où j'ai développé toute ma carrière en France, à l'étranger, dans le monde, sur tous des sujets de développement industriel. Et que ce soit dans ces 2 extrêmes, je dirais, il y a le même constat. Ce triptyque est absolument nécessaire. L'industrie ne peut pas être autonome, que ce soit pour développer ses talents ou que ce soit pour développer son innovation. L'offre de talents, quand on voit à quoi l'importance de la formation sur le développement industriel, elle va définir l'attractivité du territoire. Quand on pense en tant qu'industriel, on ne va pas investir dans un endroit où on n'a pas une offre de formation, où on n'a pas les compétences. Ce n'est pas le coût, c'est les compétences qui sont critiques pour le développement industriel. Donc cette offre est absolument primordiale. L'innovation, on peut acheter de l'IP au début quand on démarre. On ne peut pas, en tant qu'acteur industriel, ad vitam aeternam, copier les autres. Sinon, on va se battre sur les coûts. D'accord ? Donc cette innovation, elle l'intégrer et elle se fait en collaboration. L'industriel n'a pas les capacités de développer tout seul cette innovation. Donc si vous voulez, ce triptyque est absolument essentiel dans ce monde-là, que ce soit dans les gros groupes industriels ou dans ce soit des sujets de développement tels qu'on va sans doute en discuter par rapport aux enjeux auxquels on fait face. Bien sûr. Et on a la chance d'avoir cet alignement. On manque un peu de mètres carrés, sinon je pense que vous ne seriez pas descendu à Marseille. Mais ça, c'est une autre histoire. Yacine, évidemment, tout le monde se parle, mais il y a quand même des défis. Et je pense qu'on peut encore peut-être fluidifier les relations. Quels sont les défis que vous devez relever pour que finalement cet alignement fonctionne encore mieux aujourd'hui? Parce que tout n'est pas parfait. Ce serait un peu hâtif de dire ça. Non, mais bien sûr, tout n'est pas parfait et on est toujours dans un processus d'amélioration par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui, je dirais qu'en termes sur le local, donc l'écosystème local, toutes les volontés sont là. On travaille très bien, ce que Adimi a dit tout à l'heure, très bien ensemble, etc. On peut avoir des freins qui sont un peu de la réglementation au niveau national, mais on essaie de travailler là-dessus par rapport à ça. Il y a des freins qui sont de l'ordre budgétaire, mais ça, je dirais que c'est bon. Voilà, ça peut aussi passer par rapport à ça. Je pense que aujourd'hui, Grenoble, l'écosystème grenoblois est un exemple, et c'est vécu comme ça, ressenti comme ça au niveau national et même international, un écosystème extrêmement intégré. Et l'Université Grenoble-Alpes, quand je dis l'Université Grenoble, encore une fois, j'y inclus tous les organismes nationaux de recherche et tous les acteurs de l'enseignement supérieur de la recherche joue le rôle et se donne la mission de jouer le rôle d'intégratrice de l'écosystème d'innovation et de recherche et de formation, parce que nous avons la capacité de le faire. Et un message peut-être pour terminer à toutes les entreprises, l'UGA est là aussi, et l'université a beaucoup changé globalement, mais en particulier l'UGA, depuis ces années. C'est peut-être plus l'imaginaire des innovateurs que vous nous avez. Travailler avec l'industrie n'est absolument pas un tabou, c'est au contraire, c'est une de nos missions, c'est comme ça que nous le vivons. Et nous sommes ravis de vous accompagner dans votre développement en local, au niveau national, mais aussi à l'international, où nous avons des unités de recherche, quand il le faut, avec public-privé. Par exemple, on a une au Japon avec le CNRS et Air Liquide pour accompagner les entreprises dans leur développement et l'exportation du savoir-faire de la technologie française à l'international. C'est vraiment dans nos missions. Et Mehdi, en fait, je simplifie beaucoup, hein, c'est un peu mon travail, ça m'évite aussi de me poser trop de questions. Pour parler aux entreprises, le CNRS s'adresse directement aux entreprises. Par exemple, vous allez appeler Nicolas, vous dire c'est le CNRS, il faut qu'on se parle, ou ça passe par l'université. Il y a des filières, ce dialogue il est structuré, c'est pas un coup de fil qu'on se passe en disant tiens, on déjeune et on parle d'un truc. Alors peut-être, mais pour appuyer ce que dit Yacine, pour redonner quelques chiffres. Le CNRS, donc quand on parle du CNRS, c'est les laboratoires communs qu'on a, les laboratoires qu'on a avec les universités, c'est 7000 familles de brevets.
et un tiers sont déposés avec des industriels. Donc, pour insister sur le fait que cette relation, elle existe déjà. C'est 300 laboratoires communs avec des entreprises. C'est une centaine de start-up créées par an. Donc ce dialogue, il existe déjà. Ensuite, on fait un métier que j'appelle un métier très humain et un métier de foisonnement. Il faut multiplier les moments où on peut discuter avec les industriels. Et par exemple, aujourd'hui, je peux vous dire que ce soit à l'UGA, que ce soit au CEA que je vois en face, que je vois au CNRS, vous allez trouver ce qu'on appelle des ingénieurs transfert, des BizDev, des gens dont le métier, c'est d'aller écouter, d'aller discuter avec l'industriel, de comprendre son besoin, et ensuite d'aller voir le laboratoire en disant « Tiens, hier, j'ai discuté avec Carbone, là, ils ont un problème dans tel process, est-ce que ça t'évoque quelque chose ?» Alors ça, c'est un travail très itératif. Mais la clé de tout ça, c'est d'accepter ce foisonnement, de se faire confiance. Et je pense que le mot important dans tout ça, c'est la confiance. Et effectivement, là, vraiment, je rejoins Yacine. Je dis à tous nos collègues des industriels, changez votre regard sur la recherche fondamentale et sur la recherche qui est faite dans les universités et au CNRS, parce que c'est une recherche où les chercheuses et les chercheurs sont aussi des citoyens. Et à travers leurs travaux, mais ils auront aussi envie d'avoir un impact sur la société. Et quand vous travaillez dans une société de recyclage, une société qui développe des médicaments, vous savez que vos travaux de recherche vont avoir un impact à travers un produit, un médicament. Et je pense que c'est tout ça qu'on est en train de changer. Et le CNRS a déployé une centaine d'ingénieurs transfert qui sont des profils un peu atypiques. C'est des docteurs qui sont intéressés par l'économie. Ce sont parfois des gens qui viennent de l'industrie, qui s'intéressent à l'innovation. Et c'est une population, j'aime bien parler de espèce d'équipe de France, là, qui prend son téléphone, fait les salons, a un côté très VRP de la recherche publique. Ouais. Et ben ça, il faut qu'on en soit assez fiers. Et effectivement, encore une fois, c'est plus tabou. Donc il faut qu'on y aille et qu'on se fasse confiance des deux côtés de la rue. Voilà. Allez, je continue à simplifier. Donc en fait, c'est ce que vous faites, vous, Nicolas et Carbone. Vous traversez la rue, comme dirait l'autre, et vous allez chercher la réponse en face, CNRS, université. Vous posez vos problèmes fondamentaux, finalement, à ceux qui peuvent les résoudre et qui ne sont pas forcément des salariés de Carbone. Je pense que ça serait beau si c'était aussi simple. Mais je pense qu'il y a derrière tout ça, c'est d'abord pas qu'une personne, c'est pas qu'une rue. On est dans une géographie globale qui ne se limite pas à la France d'ailleurs. Qu'il faut qu'on regarde au niveau européen, en tout cas dans les projets dont on parle. Et cette collaboration, il y a une partie anticipation d'abord. D'accord ? C'est pas, ah bah tiens, j'ai un besoin, j'y vais, et puis je vais trouver ma réponse, et 3 semaines après, je vais mettre l'innovation en place. Tout ça se construit. Elle se construit de façon stratégique sur plusieurs années. D'accord ? Ça ne va pas se décréter. Une innovation dans un contexte industriel, on ne va pas dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire une innovation de rupture, puis demain, je vais aller la fabriquer. D'accord ? Donc, cette intégration, elle est absolument nécessaire, mais elle doit se planifier. Elle doit s'intégrer dans un plan global. D'accord ? Et donc, ce travail que vous dites est essentiel dans la planification et évidemment dans l'exécution. Aujourd'hui, c'est vrai que je vois beaucoup d'initiatives qui se créent. Vous dites, vous innovez aussi dans la façon d'intégrer ce monde et d'intégrer les différents acteurs. Mais je pense qu'il y a encore un grand travail au niveau industriel sur déjà la prise de conscience et la connaissance de l'industrie au niveau des jeunes. Aujourd'hui, l'industrie, on n'a plus beaucoup d'industrie. Et de connaître cette industrie, c'est primordial. Et qu'est-ce que c'est ? D'accord ? L'intégrer. Et avec aussi une dominance où là, quand on parle de Gigafactory, on a des logiques territoriales qui se développent, où là, on a besoin de ce côté éducation, d'intégrer ça et d'intégrer les femmes dans cette industrie. Aujourd'hui, l'industrie a changé. C'est plus du travail de charger des machines. C'est beaucoup d'intelligence artificielle, de technologies, de sciences qui sont accessibles à tout le monde. Et l'innovation, elle... c'est des plans à 3, 4, 5 ans, des investissements globaux qu'on doit faire. Où aujourd'hui, en fait, je pense que c'est très bien ce que tu dis, Mehdi, mais on peut aller plus loin. Je pense que le concept d'alternance qu'on a vu dans les métiers techniques, pourquoi est-ce qu'on ne l'appliquerait pas aussi à la recherche ? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de l'industrie le lieu d'incubation ? Et pourquoi l'incubation dans des laboratoires avec leur code, etc. Il y a besoin de ça. Mais mettons aussi l'industrie comme le lieu de cette incubation, le lieu où tout le monde se retrouve, d'accord ? Où il va y avoir des échanges.
C'est ça le sens de la tech, hein. C'est la thématique de Tech and Fest cette année. On est bien sur cet objet, on en a parlé tout à l'heure avec Benoît, avec le CEA, avec Julie Galland. On est bien dans cet esprit, finalement, vous allez compléter, qui fait que il faut que ce qu'on fait au quotidien ne soit pas juste un job. On ne va pas juste à l'usine. On est bien d'accord? Vous vouliez compléter, Mehdi? Non, juste, mais j'ai envie de dire, chiche, faisons ça. Je pense notre discussion là, elle illustre bien tout le chemin qui reste à faire. On partage avec les industriels des roadmaps technologiques, les laboratoires communs nous permettent de nous inscrire sur 3, 5, 10 ans, ça c'est important. Mais effectivement, cette mixité, il y a encore effectivement un travail à faire. Et je le redis, en fait, c'est de confiance, en fait. Et effectivement, alors on a par exemple les thèses CIFRE qui se sont effectivement beaucoup développées, qui sont un bon moyen de faire ça. Mais au CNRS, on a l'ambition d'avoir plus de laboratoires communs, d'avoir plus de personnel qui potentiellement, effectivement, je vous rejoins complètement sur les allers-retours, aller passer quelques années dans une entreprise, revenir. Et je crois que ça, il faut qu'on continue à abattre quelques murs et qu'on trouve aussi des financements parce que, on le dit aussi, hein, je pense qu'il y a les hommes et les femmes qui s'investissent et il y a aussi besoin de trouver des financements pour permettre effectivement ces allers-retours. Et encore une fois, de démystifier ce que c'est de travailler dans l'industrie et de démystifier ce que c'est de venir en tant que chercheur dans un grand groupe, de venir passer 1 an ou 2 dans le laboratoire de recherche fondamentale. Alors le financement, on va en parler tout à l'heure, effectivement, dans quelques minutes avec Guillaume Morelli, mais vous évoquez tous les trois quelque chose qui est fondamental à l'université en général, quand on y est, c'est qu'on est jeune. Normalement. Après, ça veut dire qu'on est prof ou qu'on est président. Mais ces jeunes, c'est bien eux l'objet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on leur prépare comme parcours? Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train de dire que pour attirer les jeunes vers les métiers de la tech, de la recherche, etc., il faut les mettre dans le grand bain directement? Aller vers des sujets d'alternance, je trouve l'idée intéressante, jusque dans les labos, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est ça, Nicolas? Ou Yacine, peut-être, ça existe? Oui, alors, en tout cas, à l'UGA, ça existe. C'est-à-dire qu'on essaie de confronter le maximum possible des étudiants au laboratoire qui font de la techno, qui font de la science. Tous les laboratoires, nous n'avons pas un programme qui maintenant presque 20 ans, un programme de stage d'excellence pour les étudiants en licence, qu'on accueille dans les laboratoires pour découvrir ce que c'est l'innovation, ce que c'est la recherche, ce que c'est la technologie par rapport à ça. Mais on doit aller plus loin. Et d'ailleurs, nous avons un projet avec vous, n'est-ce pas, pour aller plus loin par rapport à ça. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on est en train d'être exploré dans le cadre du pôle universitaire d'innovation, et c'est Gaël Calvari qui porte cette idée-là, c'est de dire que nous avons un potentiel d'entrepreneurs et un potentiel d'innovation chez les étudiants qu'aujourd'hui, on n'est pas en train d'exploiter. On n'est pas exploité dans le bon sens du mot, hein, on n'est pas en train d'utiliser. Et donc, du coup, il faut s'organiser par rapport à ça. Et organiser par rapport à ça, c'est d'abord susciter cette vocation de l'entrepreneuriat et de l'innovation, et après les accompagner, mais pas uniquement, parce que nous avons un pôle d'entrepreneuriat étudiant qui est très performant, celui nous avons à Grenoble, à l'UGA, est un des plus performants en France, mais qui est très orienté service. Et on voudrait faire de sorte qu'il soit aussi orienté techno et en lien avec les laboratoires et avec l'industrie, et le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir une thèse pour se lancer. Et ce n'est pas nécessairement au niveau du master. On peut essayer de commencer le plus tôt possible par rapport à ça. Nous avons besoin des entreprises, de l'industrie, pour nous aider par rapport à ça, pour mieux poser le sujet et pour peut-être nous accompagner s'ils y voient, bien sûr, un intérêt. D'autant plus, Nicolas, que la tech, ce n'est pas uniquement des ingénieurs, hein. On parle de recherche, mais ce n'est pas que des ingénieurs. Donc, en fait, il y a une opportunité, et je pense que vous allez, être confrontés bientôt au recrutement. Vous allez avoir cette difficulté de voir qui va répondre à cet appel, qui n'est pas qu'un appel donc de venir travailler dans l'industrie, c'est de coller finalement à un projet de développement. Ce sera du territoire, pas chez nous. Vous craignez ce moment où vous allez devoir recruter ces jeunes en vous disant peut-être que ça va être dur de trouver des techniciens? Les ingénieurs, ça a l'air plus simple, visiblement. Non, en fait, on ne craint pas. Ce n'est pas une crainte, c'est du travail. D'accord ? On le craindrait si on ne l'anticipait pas. Et c'est un travail à faire, et c'est un beau travail. Je pense que c'est quelque chose de passionnant de créer de la valeur, d'offrir des emplois
Quand on est dans l'industrie, c'est quelque chose où on va dépenser des milliards pour créer une industrie, ça s'inscrit dans la durée. On va avoir aussi un impact économique à l'échelle de ces projets-là, où on parlait encore une fois de 3000 personnes. Donc on est très fiers, on est très honorés d'avoir à faire cette mission. Par contre, c'est du travail. Et aujourd'hui, que ce soit l'innovation, que ce soit la formation, aujourd'hui, on est en train d'avoir notre permis de construire. L'usine va démarrer fin 2027. Mais aujourd'hui, on passe énormément de temps à anticiper ce sujet de formation, à se connecter avec les différentes universités au niveau national, avec les différents instituts de recherche, avec le CEA, le CNRS, avec des instituts aussi européens, pour pouvoir construire à la fois cette feuille de route de l'innovation, mais à la fois cette offre de formation locale et aussi au niveau national pour développer cette activité. Donc ce n'est pas du tout une peur, c'est un travail, mais c'est un travail qui s'inscrit dans la collaboration parce qu'on n'y arrivera pas. Et il y a des projets, comme vous avez vu Vercors par exemple, qui sont arrivés. Donc ça existe. Par contre, c'est du travail et c'est quelque chose qui demande beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de connaissances mutuelles afin que chacun puisse apporter ses idées. Et c'est pas viens, je vais demander, j'ai ça. C'est un travail collectif avec une vraie vision à 3, 4, 5 ans sur lequel on va tous travailler ensemble pour pouvoir arriver à ça. Alors ça, c'est vraiment le point du dialogue, du sujet que nous abordons aujourd'hui. Donc je vais vous demander un petit diagnostic, Nicolas. Est-ce que vous trouvez qu'à date, alors que vous êtes confronté à ce sujet, enfin confronté positivement, hein, j'ai bien compris, à ce sujet, est-ce que vous considérez que le dialogue est suffisant? Est-ce que les portes s'ouvrent facilement? Est-ce qu'aujourd'hui, pour Carbone, vous vous dites, je peux parler à qui je veux quand je veux, je vais pouvoir régler mes problèmes? Aujourd'hui, on a accès à tout le monde. Je pense qu'on arrive à se parler à un haut niveau. D'accord? Je pense que c'est plus en dessous, on arrive à se parler, on a plein de sujets sans se connaître, on peut passer une très bonne soirée et discuter de sujets stratégiques et se comprendre. Ce qui est important aussi, c'est qu'à tous les niveaux de nos organisations respectives, ce dialogue soit là. Et c'est là où peut-être il y a beaucoup d'améliorations, parce que les idées, elles ne viennent pas des présidents ou des directeurs généraux. D'accord? Elles viennent des gens qui travaillent, hein, pas nous qui sommes sur scène. Et ces gens-là doivent se parler et se rencontrer. Ce n'est pas nécessairement qu'ils se parlent, c'est qu'ils se rencontrent. Et c'est pour ça que pour moi, créer ces lieux de rencontre dans des environnements sur des sujets concrets, d'accord, est absolument essentiel. Et par exemple, nous, à Carbone, on va déjà investir. On a des millions, les millions coûtent cher au début dans une start-up industrielle, mais on a investi des millions sur un lieu de rencontre industrielle, un développement industriel, pour que tout ce monde-là rencontre Carbone et que Carbone rencontre la formation, rencontre la recherche. Merci beaucoup, Nicolas. Je vais remercier tous les trois. On va parler financement. Alors peut-être un mot sur le financement. Je vais m'adresser à vous au niveau du CNRS. C'est ce qu'on va aborder tout à l'heure dans quelques minutes. Je vais rester avec vous encore un petit moment. On va parler avec Guillaume Morelli tout à l'heure justement des financements. Est-ce qu'aujourd'hui cette question du financement est un problème pour vous tous? Je sais que c'est un sujet de budget. Hein. J'en profite, il reste une minute. Allez. C'est plus compliqué aujourd'hui que l'an dernier. Comment ça se passe côté financement? Ça vous fait rire, hein, Yacine? Non, mais peut-être pour dire qu'il y a deux choses. Oui, on a besoin de plus de financement à toutes les étapes de l'innovation. C'est-à-dire au niveau de la recherche fondamentale pour faire émerger plus d'idées, dans l'accompagnement, ensuite dans le fait de faire la première usine, d'ensuite développer les marchés, etc., etc. Donc oui, il y a un besoin de financement de l'innovation, mais il y a un double besoin de financement qui est de donner de l'argent pour développer les projets, mais aussi pour les accompagnements en termes de ressources humaines. Parce que, et peut-être c'est le mot, ça sera peut-être mon mot de conclusion, c'est que on fait un métier terriblement humain, au bon sens du terme, et que c'est parce qu'il y a une confiance collective et une envie de faire collective qu'on va y arriver. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais en fait, comme tu disais, c'est parce qu'on se rencontre, parce qu'on discute. Les pôles universitaires d'innovation sont des lieux où on va se rencontrer. Et finalement, moi j'ai envie de dire à Tech and Fest et à tous ceux qui sont là aujourd'hui, quand vous voyez le CNRS, le CA, le GA, venez nous parler, venez vous parler de vos problèmes, de ce que vous attendez de nous, et on trouvera toujours quelqu'un pour venir essayer de travailler et de discuter avec vous. Messieurs, je vous remercie infiniment. Merci à vous d'être restés avec nous et nous allons parler justement du financement maintenant. C'était une excellente transition. Merci Mehdi, merci Nicolas, merci Yacine.